Bonjour, bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Gawala et je suis le modérateur. Pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, COPAX est un organisme qui regroupe un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice afin de mettre un terme à l'impunité en République démocratique du Congo. Si vous souhaitez vous engager et ainsi répondre à l'appel de notre personnalité de référence, à savoir le docteur Mukwege, je vous demanderai de pouvoir aller sur notre site internet copax.org et vous cliquez sur adhésion. Eu égard aux échéances électorales à venir, nous sommes tous, en tant que Congolais, appelés à réfléchir sur ce que nous voulons pour le Congo de demain. C'est ainsi que COPAX a initié une série de webinaires qui portent des réflexions sur plusieurs domaines de la vie de la République démocratique du Congo, à savoir économique, social, etc. Aujourd'hui, le terme que nous allons aborder, c'est atteindre un budget national de l'émergence en RDC. Piste pour une réforme fiscale et pour des méthodes de financement modernes. Pour développer ce sujet, nous avons deux intervenants de qualité qui vont pouvoir nous entretenir. Le premier s'appelle Jean-Pierre Mateza, il est expert financier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous, bonjour Edgar. Merci. Jean-Pierre Mateza est formé à l'ICHEC et à Solvay. Il détient un master en finance et un master in business administration, MBA. Il est cadre supérieur dans la société MTS, Associated Markets. Il a assuré la coordination sur le marché primaire des émissions obligataires avec les agences de la dette belge, danoise et finlandaise. Jean-Pierre Mateza est également le cofondateur du fonds d'investissement luxembourgeois Cara Investment Fund, dédié au financement des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Avec lui, nous avons un autre intervenant, Monsieur Christian Liongo-Bomba, fiscaliste. Bonjour. Bonjour, cher Edgar. Oui, merci. Donc, Christian Liongo est formé à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, où il a obtenu sa licence en sciences économiques et il a poursuivi ses études à l'ICHEC en Belgique et il détient deux maîtrises en réalité, une maîtrise en fiscalité européenne et une maîtrise en droit fiscal. Il travaille pour le moment de l'administration fiscale belge avec rang de directeur. Il est aussi président d'une ASBL, Africa Rise, une ASBL qui œuvre pour mettre en contact le monde économique africain et européen, et ils organisent un forum annuel, l'ABBW, African Belgium Business Week, chaque année. Et accessoirement, Christian Liongo est aussi membre de COPAX. Alors, revenons un peu au thème d'aujourd'hui, le budget de la RDC. Pas plus tard que hier, j'ai vu le Premier ministre aller déposer sa proposition de budget qui s'élève à 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars pour 100 millions d'habitants, qu'est-ce que cela représente? Est-ce qu'avec un tel budget, on peut espérer un développement économique important et significatif en RDC? Donc, tel est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Christian Liongo pour plus ou moins 20 minutes, s'il peut un peu nous éclairer sur ce thème, et ensuite on passera la parole à Monsieur Jean-Pierre Mateza. Monsieur Liongo, allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher Edgar. Merci beaucoup à COPAX pour l'organisation de ces webinaires, parce qu'il s'agit d'une série de webinaires qui portent sur des réformes sectorielles que le gouvernement d'après-élection pourrait conduire. Et chez COPAX, on a souhaité apporter quelques lumières
modeste fût-elle, sur le débat. Donc, nous lançons le débat. Donc, merci de nous donner cette opportunité également de regarder un petit peu ce qui se passe en matière budgétaire sous les deux angles, la fiscalité et des méthodes de financement modernes. Donc, je me focaliserai bien entendu sur les aspects fiscaux. Alors, mon propos va consister en 4 points. D'abord, le contexte budgétaire. Deuxièmement, dans la réforme fiscale en tant que telle, je vais m'attaquer à 2 impôts qui sont les impôts les plus connus de la population et des personnes qui nous suivent aujourd'hui, l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt sur le revenu des sociétés. Et enfin, en quatrième et dernier point, nous allons voir comment restructurer d'un point de vue administratif le système fiscal pour le rendre plus efficace, aussi bien pour les intervenants en interne, donc les fonctionnaires fiscaux, mais également les personnes, les usagers, à savoir les contribuables, personnes physiques et personnes morales. Premier point, le contexte budgétaire. Edgar vient de le dire, la réalité budgétaire de la RDC, c'est un budget de 10 milliards de dollars pour une population de 100 millions d'habitants. Ce qui veut dire quand le gouvernement de l'État central à Kinshasa, en début d'année, élabore les différentes politiques publiques qui vont être menées, que ce soit en matière de sécurité-défense, en matière d'infrastructure, en matière de santé, d'éducation, de diplomatie, cet État central a conscience de bénéficier de 100 dollars par citoyen congolais par an pour l'ensemble des dizaines de politiques budgétaires, de politiques publiques à mener, en ce compris la politique de la jeunesse, du sport, etc. Est-ce que c'est beaucoup? C'est peu? Est-ce que c'est moyen? Faisons une analyse comparative, notamment par rapport à un pays qui est très similaire à la RDC, la République congolaise, qui est également un pays dont la structure économique est très proche de la nôtre. C'est une rente, c'est un pays qui bénéficie d'une rente minière basée sur quelques ressources minières comme le pétrole, le diamant, ce genre de ressources minières. Donc, structure économique est très similaire à la nôtre. Quelle est la situation, le contexte budgétaire dans ce pays? L'Angola, en 2023, c'est 36 millions d'habitants et c'est un budget de 35 milliards de dollars. Donc, quand les responsables politiques du gouvernement central d'Angola font le même exercice que nos gouvernants congolais, eux bénéficient en début d'année de 1 000 dollars par citoyen congolais par an pour mener l'ensemble des politiques qu'ils souhaitent conduire. Donc, c'est 10 fois plus, pour des pays similaires, c'est 10 fois plus, la marge de manœuvre est 10 fois plus importante que ce qui a lieu à Kinshasa. Allons encore plus loin. Prenons la République d'Afrique du Sud, donc Pretoria. Eux, quand ils font cet exercice en début d'année, ils bénéficient de 2 000 dollars par citoyen sud-africain sur l'année pour mener l'ensemble de la politique publique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un budget de 120 milliards de dollars pour une population de 60 millions de citoyens et citoyennes. Alors, si on va encore un peu plus loin, on va vers des pays très fortement avancés d'un point de vue social, mais économique aussi, bien entendu, mais très fortement avancés d'un point de vue social, où tous les citoyens sont pris en charge par l'État, quelles que soient leurs conditions. Conditions de chômeur, vous bénéficiez d'une aide. Conditions d'enfants, vous bénéficiez d'allocations familiales, vous bénéficiez d'un enseignement réellement gratuit. Retraités, vous bénéficiez d'une pension correcte qui vous permet de vivre dignement. Handicapé, vous venez bénéficier d'une allocation d'handicap qui vous permet également de vivre dans la dignité. Ce pays, c'est la Belgique, c'est le pays à partir duquel je prends la parole aujourd'hui. Un tel pays
un budget de 270 milliards de dollars, 250 milliards d'euros, 270 milliards de dollars, pour une population de 11 millions. Ce qui veut dire que quand le gouvernement, les responsables du gouvernement fédéral belge, en début d'année 2023, font cet exercice que l'on fait dans tous les pays du monde, que ce soit à Kinshasa, à Luanda ou à Pretoria, eux bénéficient pour chaque citoyen sud-africain d'un montant de 25 000 dollars pour l'ensemble de leur politique publique, y compris la politique liée à ce que je viens d'évoquer à l'instant, la sécurité sociale en quelque sorte. Donc, on voit ici comment dire, un éventail de situations différentes qui peuvent expliquer ce que nous vivons au quotidien en RDC. Le gouvernement en RDC a 100 dollars par personne par année pour ses politiques. Et à l'autre bout des exemples que je viens de citer, vous avez la Belgique à 25 000 dollars et plus proche de la RDC, l'Angola à 1 000 dollars par citoyen, donc 10 fois plus que son voisin du Nord, la République démocratique du Congo. Donc voilà le contexte budgétaire dans lequel on est. Et donc on sent, bien entendu, que c'est un budget qui est ridiculement bas, qui ne permet pas en réalité de mener des politiques publiques ambitieuses. Et on comprend dès lors ce qui se passe en RDC. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on comprend très bien que c'est quelque chose qui ne peut pas être pérenne parce que le budget ne peut pas le supporter. Ça ne peut être que quelque chose qui peut être fait de manière ponctuelle, mais qui ne peut certainement pas durer dans le temps, ainsi de suite. On comprend également pourquoi ce pays est également mis en difficulté d'un point de vue sécurité. Bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour augmenter ces budgets sur le point fiscal? Il y a bien d'autres d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, mais mon propos, c'est uniquement sur le point fiscal. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et sur les deux impôts que j'évoquais tout à l'heure, il y a d'autres impôts, notamment les droits de douane, les droits d'accise, etc. Mais je ne rentrerai pas sur ces impôts-là. D'abord, la réforme fiscale que nous proposons, parce que toute réforme doit porter des valeurs, doit porter des objectifs. La réforme fiscale que nous appelons de nos voeux dès l'année prochaine, c'est une réforme fiscale à laquelle nous fixons 3 objectifs majeurs. Un objectif évidemment de maximisation des recettes fiscales et donc d'embellissement budgétaire. Deuxièmement, deuxième objectif, un objectif de cohésion nationale. Il est important que ce soit une fiscalité redistributive qui implique que ceux qui sont les plus nantis payent davantage d'impôts. Et vous verrez que certaines de nos propositions vont exactement dans ce sens. Troisième objectif, nous tenons compte également de l'impact écologique. Si nous portons comme valeur que notre pays peut être un pays responsable, éco-responsable, je pense que ça doit se refléter sur un certain nombre de mesures que nous prenons, notamment en matière fiscale. J'évoquerai tout à l'heure cet objectif à travers l'impôt des sociétés. Nous commençons d'abord sur l'impôt sur le revenu des particuliers, qu'on appelle aux États-Unis le Personal Income Tax, qu'on appelle en Belgique l'impôt sur les personnes physiques, en RDC l'impôt professionnel sur les revenus des particuliers. Alors, là, juste 2 points, donc je ne serai pas très extensif, donc vraiment juste des points les plus clairs possibles et les plus concis possibles. Donc, 2 points que nous pouvons aborder par rapport à l'impôt sur le revenu les revenus des particuliers, les revenus des personnes physiques. Alors, la situation d'aujourd'hui, en RDC, nous avons ce qu'on appelle un impôt cédulaire. Cédulaire, cédule, ancien français qui veut dire catégorie. Alors, prenons le Congolais Luzolo, Serge Luzolo, en 2022, il a recueilli 3 types de revenus. Les revenus professionnels, typiquement les salaires, 10 000 $, qu'il a inscrit sur sa déclaration fiscale. Deuxième type de revenus, les revenus immobiliers. Il a donné typiquement en location un bien bâti ou non bâti. Disons un bien bâti, une maison qu'il donne en location, il en retire des loyers. C'est ce que nous appelons en fiscalité des revenus immobiliers. Prenons également 10 000 $. Et puis, troisième type de revenus, des revenus mobiliers. Ils sont des revenus de capitaux investis. J'investis en bourse,
j'en retire des dividendes d'actions ou j'en retire des intérêts d'obligations. Et là également, 10 000 $. Donc, il a 3 revenus de catégories différentes, de cédules différentes, donc des impôts cédulaires, enfin des revenus cédulaires, donc de 3 catégories, de 3 cédules différentes. En RDC, ça marche comment? Donc, il y a un barème fiscal progressif qui va s'appliquer sur distinctement chacun de ces revenus, chacune des catégories de ces revenus. Barème fiscal progressif, nous voyons ce que c'est. C'est un barème où on va dire de 0 à 1 000 $ de revenus, la personne paye 0% d'impôt. De 1 000 à 2 000, on va estimer que la personne va payer sur cette tranche de 1 000 $, donc qui va de 1 000 à 2 000, peut-être 10%. De 2 000 à 3 000, de 2 000 à 4 000, donc là, sur la tranche de 2 000, on va peut-être prendre 15% et ainsi de suite. Barème fiscal progressif, donc avec un taux marginal d'imposition, disent les économistes, donc avec la tranche d'imposition la plus importante en RDC de 45%. Bien, on va appliquer ce barème fiscal, qui n'est pas un taux unique, mais qui est un taux progressif, sur chacune des catégories que je viens d'énoncer, les revenus professionnels d'une part, et puis après on va appliquer sur les revenus mobiliers d'autre part, et puis enfin sur les revenus immobiliers. Et donc on aura 3 impôts qu'on va additionner et calculer après l'impôt global que devra payer M. Serge Luzolo. Ce que nous préconisons comme réforme majeure en matière d'impôt sur le revenu des particuliers, c'est d'abord, avant d'appliquer le barème fiscal progressif, c'est d'abord de faire la sommation des 3 catégories de revenus qu'a récolté M. Serge Luzolo en 2022. On va l'imposer en 2023 par rapport aux revenus de 2022. 2022, c'est l'année imposable. 2023, c'est l'exercice d'imposition. Donc, au cours de cet exercice d'imposition 2023, on va lui dire, M. Serge Luzolo, les choses ont changé. Contrairement aux années précédentes, vos 3 revenus, 10 000, 10 000, 10 000, on va les sommer. Et donc, on estimera que votre revenu global, c'est 30 000 $ et nous allons appliquer le barème fiscal progressif sur le revenu global, donc les 30 000 $. Et dès lors, ça nous donnera une progressivité de l'impôt plus importante avec une probabilité plus importante d'appliquer le taux le plus important, à savoir 45%, sur une partie de son revenu. Donc, on a une progressivité plus importante et donc des recettes fiscales plus importantes pour l'État. Et aussi, ça renvoie au deuxième objectif que j'avais énoncé tout à l'heure, au premier des objectifs. Premier objectif, maximisation des recettes fiscales, objectif atteint. Et deuxièmement, cohésion nationale. Ça veut dire que M. Serge Luzolo, qui a 3 revenus, vous aurez compris qu'il fait partie de l'élite, point de vue social, économique et social de ce pays pour pouvoir générer ces 3 types de revenus. Il est tout à fait normal qu'il paye plus d'impôts, compte tenu de la progressivité jusqu'au 45%, que M. Kayembe, Serge Kayembe, qui lui n'aura que les seuls revenus salariés, les revenus professionnels, et encore à concurrence de seuls 5 000 $. Donc, peut-être que M. Serge Kayembe payera peut-être au total 10% en moyenne sur l'ensemble de ses revenus, les 5 000 $. Par contre, M. Serge Luzolo, lui, va payer peut-être une moyenne de l'ordre de 35%, quelque chose comme ça. Et donc, maximisation des recettes fiscales et puis cohésion nationale. Voilà le premier point majeur. C'est vraiment une manière complètement différente de fonctionner, qui est complètement différente de ce qui se fait aujourd'hui. Alors, deuxième point, qui relève également de la cohésion nationale, de l'objectif cohésion nationale, c'est de dire, OK, mais on constate que M. Serge Luzolo, en dehors des 3 revenus que nous avons cités, à savoir les revenus immobiliers, loyers, les revenus professionnels, salaires, et les revenus mobiliers, dividendes d'actions placées en bourse, mais on constate qu'il a une berline allemande, et on constate aussi qu'en 2022, il a fait 5 fois l'aller-retour pour les loisirs, Kinshasa, New York. Donc, il a des signes ostentatoires de richesse. Donc, nous proposons de traduire ces signes ostentatoires de richesse
en revenu fictif. Donc, nous allons attacher aux véhicules terrestres, mais c'est aussi le véhicule maritime, véhicule aérien de M. Serge Louzolo, nous allons attacher un revenu fictif. Bien entendu, si c'est une berline allemande, le revenu fictif sera plus élevé que si c'est une petite voiture citadine sud-coréenne, bien entendu. Donc, il y aura un cadastre qui sera fait par rapport aux différents types de véhicules et leur valeur, en quelque sorte, leur valeur vénale, disent les fiscalistes, la valeur des véhicules, on va dire. Et donc, on va attacher à ces véhicules, berline allemande, un revenu. Estimons que c'est un revenu de 10 000 $. Il n'a pas de chance, c'est une berline allemande, nous lui mettons 10 000 $. Revenu fictif, parce que dans les faits, il n'a pas de revenu qui rentre dans sa poche. Revenu fictif. Et nous constatons également qu'il a fait 5 voyages Kinshasa-New York pour des raisons de loisirs. Ce n'est pas attaché à une fonction professionnelle, mais c'est pour des raisons de loisirs. Il est parti 5 fois à New York l'année dernière, en 2022, au cours de l'année imposable. À chaque voyage, nous allons attacher également un revenu fictif. On peut décider qu'un voyage Kinshasa-New York, 10 000 km, c'est un revenu fictif de 2 000 $. Il a fait 5 voyages, c'est 10 000 $. Mais le voyage, évidemment, Kinshasa-Luanda, 550 km à vol d'oiseau, ça, on va peut-être attacher un revenu de 200 $ ou 250 $ ou 300 $, peu importe. Donc, plus vous allez loin, plus le revenu fictif attaché à ce voyage est un revenu élevé, est élevé. Et donc, nous attachons également un revenu de 2 000 $ fois 5 voyages, 10 000 $ à M. Serge Louzolo. Et nous lui disons, vous êtes quelqu'un un nanti, et donc, la manière dont nous allons calculer vos revenus et vos taxes et vos impôts sur le revenu de l'année 2022, finalement, ça sera les 3 catégories traditionnelles, les revenus immobiliers, les loyers, les revenus professionnels, les salaires, les revenus mobiliers, les dividendes d'actions ou les intérêts d'obligations, mais auxquels on va également ajouter les 10 000 $ des 5 voyages effectués à New York et les 10 000 $ relatifs de revenus fictifs relatifs à votre berline allemande. Et donc, au total, vous avez un revenu de 50 000 $ sur lequel nous allons appliquer, revenu global sur lequel nous allons appliquer un barème, le même barème fiscal. Et donc, vous payerez donc les 45% de taux marginal, donc le taux le plus élevé, va s'appliquer sur une plus grande partie des revenus de M. Serge Louzolo. Et donc là, à nouveau, 2 objectifs sont atteints, maximisation des recettes fiscales et, en deuxième lieu, cohésion nationale. Donc, nous frappons les plus nantis, non seulement sur des revenus réels, immobiliers, mobiliers et professionnels, mais également sur des revenus fictifs créés de manière fictive, de manière notionnelle. Hein, c'est deux synonymes, hein, fictif et notionnel, créés de manière notionnelle par rapport à des indices de richesse. Et on comprend très bien que la personne qui voyage 5 fois sur l'année, ou même une fois sur l'année à New York, ça ne fait pas partie des personnes les plus modestes de notre communauté nationale. La personne qui bénéficie d'une berline allemande ne fait pas non plus partie de cette couche sociale les plus favorisée. Donc, voilà 2 points que je voulais évoquer. Il y en a d'autres que nous pouvons évoquer, mais 2 points fondamentaux que je voulais évoquer sur la réforme sur l'impôt sur le revenu des particuliers, les revenus des personnes physiques. Deuxième type d'impôt, et le dernier que nous allons évoquer aujourd'hui, même si on aurait pu en faire d'autres. Deuxième type d'impôt, l'impôt sur le revenu des sociétés, des entreprises, des contribuables, personnes morales. Société, entreprise, personne morale. J'utiliserai ces 3 termes comme des synonymes, bien entendu. Bien, la situation d'aujourd'hui. Pour calculer l'impôt de société, donc l'impôt dû par un contribuable personne morale, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'ensemble du chiffre d'affaires généré par la SPRL Louzolo, hein, donc le monsieur que nous avions tout à l'heure, Serge Louzolo, il se fait qu'il est gérant, créateur et gérant d'une SPRL, la SPRL Louzolo. Il a créé une société qui génère un chiffre d'affaires en 2022, hein, donc l'année imposable. Bien, nous allons prendre le chiffre d'affaires. Il pratiquait un certain nombre d'opérations qui vont baisser ce chiffre-là et obtenir
et obtenir un revenu, un montant net. Et nous allons appliquer un taux unique, 30% RDC, même si le ministre des Finances souhaite qu'on aille vers un taux d'imposition plus bas, 25%, et d'ailleurs j'adhère à cela. Il faut que nous soyons compétitifs par rapport à nos voisins, et un certain nombre de nos voisins ont un taux d'imposition à l'impôt des sociétés qui est de 25%. Donc je pense qu'il est tout à fait raisonnable que nous allions vers ce taux-là également, par souci de concurrence et pour être concurrentiel. Bien, donc on applique 25% sur ce revenu net et on a l'impôt des sociétés qui est dû par la SPRL ou Zolo pour les revenus récoltés ou recueillis au cours de l'année imposable 2022, revenus que nous allons récolter, que le Trésor public va récolter en 2023, l'année imposable. Donc, il y a une différence entre l'année imposable et l'exercice d'imposition. Bien, ce montant à payer, ce montant d'impôt à payer, nous appelons ça pour les besoins de la cause, pour les besoins pédagogiques, un impôt de base. Bien. Qu'est-ce que nous préconisons comme méthode de calcul désormais? Nous voulons cet impôt de base, nous voulons le moduler à la hausse ou à la baisse selon un système de bonus-malus, donc un système de points. Les bons élèves reçoivent beaucoup de points et leur impôt de base diminue d'autant. Les mauvais élèves reçoivent très peu de points, c'est comme le permis de conduire, et leur impôt de base est augmenté d'autant. Alors, en fonction de quoi attribuons-nous beaucoup de points ou un peu de points ou très peu de points? En fonction justement des priorités que nous estimons importantes pour notre pays. Premièrement, impact écologique. Plus vous polluez, moins vous avez de points et plus nous augmentons plutôt votre impôt de base. Deuxième levier, la nationalité. Nous voulons indigénéiser notre économie. Nous savons tous que notre économie est prise en main par des nationalités étrangères. Nous voulons indigénéiser notre économie. Donc, le levier fiscal que nous pouvons utiliser, c'est de dire plus la part ou la quote-part de l'actionnariat est congolaise, par exemple 100% congolais, plus vous avez de points et plus nous diminuons votre impôt de base. Et vice-versa, si c'est 0% d'actionnariat congolais, donc c'est 100% étranger, là, nous augmentons fortement votre impôt de base. Troisième levier pour modifier à la hausse ou à la baisse l'impôt de base, c'est l'impact social. Il est très important celui-là. Nous allons tenir compte du nombre de personnes embauchées. Nous devons combattre le chômage. Et dans cet exercice, nous allons tenir compte de manière plus affinée du nombre de femmes embauchées. Nous savons qu'il y a discrimination envers les femmes sur le marché du travail. Nous allons tenir compte également du nombre de personnes en handicap embauchées. Il y a une discrimination extraordinaire par rapport aux personnes en handicap en RDC. Il faut arrêter ce cycle infernal et marquer une de nos valeurs, à savoir l'inclusivité. Et même, pourquoi pas, tenir compte également du nombre de personnes autochtones. Je n'aime pas le mot pygmée parce que c'est un mot d'origine grecque qui est assez péjoratif. Donc, du nombre de personnes autochtones, de nos citoyens autochtones embauchés dans la société. Nombre de personnes, nombre de femmes, personnes handicap et enfin les personnes autochtones. Plus vous embauchez ces différentes catégories, plus vous avez des points et c'est un troisième motif pour diminuer votre impôt de base. Et donc là, ça veut dire que nous tenons compte du comportement des sociétés pour les punir ou les récompenser selon les valeurs qui sont les nôtres, cohésion nationale, écologie, indigénisation de l'économie, les valeurs que nous voulons et les priorités que nous voulons mettre en avant. Alors, deuxième et dernier point pour l'impôt sur les revenus de la société. Là aussi, il y a d'autres points que nous pourrons éventuellement évoquer dès lors qu'il y aura une discussion en fin de webinaire. Mais deuxième et dernier point, la Chine l'a fait, l'Inde également.
Dans les années 1980, suite aux fonctions de Deng Xiaoping plutôt, la Chine a fait un appel massif à la diaspora, aux membres de la diaspora, pour retourner comment dirais-je, à Pékin et lancer des entreprises. Et ces entreprises ont bénéficié d'avantages fiscaux. Donc, on a fait appel à des personnes qui avaient une certaine expertise et compétences acquises à l'étranger. Nous pouvons également faire la même chose avec une diaspora qui, semble-t-il, est de plus de 10 millions d'individus. On parle de 15 millions de citoyens et citoyennes congolaises à l'étranger, à Pretoria, en Australie, au Canada, États-Unis, Belgique, etc. Mais nous pouvons dire aux Congolais, revenez, faites valider, faites agréer vos projets par le ministère de l'Économie, obtenez un agrément. Ça doit être dans des secteurs qui sont les secteurs de l'émergence, donc les secteurs qui, de manière transparente, sont les secteurs de l'émergence, par exemple l'agriculture, par exemple le numérique, par exemple les sciences de la santé, les sciences de la terre, etc. Inscrivez-vous dans ces 6 ou 7 secteurs de l'émergence, faites-vous valider, venez avec votre agrément auprès du ministère des Finances et vous obtenez des avantages fiscaux pour ces entreprises nouvellement créées. Donc ça, c'est une manière de recourir de manière massive à la diaspora et de l'inscrire dans des secteurs qui sont les secteurs qui ont été validés en amont par le gouvernement. Hein, et donc, de booster l'économie et bien entendu, de booster les recettes fiscales et donc le budget également. Donc voilà, ça, c'est les 2 points que nous préconisons en matière de réforme sur l'impôt sur le revenu des sociétés. Et puis enfin, dernier point, 4e et dernier point, comment également réformer, je dirais, l'appareil administratif du système fiscal. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons 3 régies financières. Ce sont des régies qui ont pour vocation de prélever des impôts. Nous avons la DGDA, la Direction générale des douanes et accises, comme son nom l'indique, prélève les droits de douane et les droits d'accises. Deuxièmement, nous avons la DGI, la Direction générale des impôts, qui a pour vocation de prélever l'impôt de société que nous venons d'évoquer, mais également la TVA, ainsi que d'autres impôts comme les redevances minières, etc. Et puis enfin, la DGRAD, Direction générale des recettes administratives et domaniales, qui a pour vocation de prélever tout le reste. Quand vous achetez un passeport, donc un imprimé de l'État, un imprimé officiel de l'État, vous payez une redevance, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous payez une redevance, elle est prélevée par la DGRAD et ainsi de suite. Quand vous payez le GoPass à la RVA, c'est prélevé, c'est censé être prélevé également par la DGRAD. Ce que nous préconisons, c'est une loi, une ordonnance loi qui permet de supprimer l'ensemble de ces trois régies financières et de le remplacer par une seule, qu'on pourrait appeler l'Agence congolaise des impôts et taxes, ou des taxes et impôts. Alors, ça présente plusieurs, préconisons pas pour rien, mais ça présente plusieurs avantages. Un avantage immédiat, dès lors qu'il y a ce type de réorganisation, c'est un avantage financier. Là où vous aviez 3 départements, par exemple, informatiques pour les 3 régies financières, vous n'en avez plus qu'un seul. Là où vous aviez un département de ressources humaines, vous n'en avez plus qu'un seul. Donc, économie évidente. Mais au-delà de ça, en matière fiscale, qu'est-ce que ça peut offrir également comme avantage, mais purement fiscal? Il y en a plusieurs, mais un avantage qui paraît évident, c'est de mettre en place qu'on peut appeler des contrôles fiscaux mixtes. Une fois de plus, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous reprenons la SPRL Luzolo. Au mois de janvier 2023, la SPRL a subi un contrôle comptable, un contrôle valeur en douane des services de douane. Et à cet égard, la SPRL Luzolo a dû ouvrir sa comptabilité et a dû ouvrir son facturier, donc les factures entrantes et sortantes. On a dû donner au moins ces deux types de documents, comptabilité commerciale et facturier. 3 mois après, la DGI, service impôt des sociétés, passe pour faire un contrôle impôt des sociétés. Ils vont demander également au minimum 2 documents, la comptabilité commerciale et le facturier. 3 mois après, vous avez également la DGI, mais service TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui va faire également un contrôle TVA sur les déclarations périodiques, mensuelles ou trimestrielles, et qui va demander à minima également
ces deux documents, la comptabilité commerciale et le facturier. On peut tout à fait imaginer, c'est tout à fait faisable. Ça existe dans certains pays, mais c'est très rare. Et donc, le Congo pourrait même être pionnier en la matière. Donc, des contrôles fiscaux mixtes où vous aurez une équipe avec un expert douane, un expert impôt des sociétés, un expert TVA, qui vont travailler ensemble en amont. Et ça sera rendu d'autant plus facile qu'il n'y aura plus séparation entre ces trois régies financières. Il n'y aura plus qu'une seule agence des impôts qui est unique. Et donc, ça va favoriser le travail collectif en son sein. Il n'y aura plus de barrières étanches comme c'est le cas pour le moment. Et donc, ces trois experts vont finalement demander la même chose une fois pour toutes. Avantage pour le fisc, vous avez une vue à 360 degrés sur l'entreprise et donc un contrôle global plus efficace. Et donc, une lutte contre l'évasion fiscale plus efficace. Donc, maximisation de recettes fiscales. Et pour les contribuables entreprises, mais c'est du pain béni. Ça veut dire qu'au lieu de subir 3 contrôles, ce qui est très time consuming, ça prend énormément de temps, et vous répétez les mêmes choses, etc., vous avez une équipe qui vient une seule fois et l'affaire est réglée. Et donc, voilà ce que nous pouvons, quand nous parlons de la réforme de la réforme de l'appareil administratif du système fiscal, voilà ce que nous visons dans un premier temps. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été relativement long, mais je pense qu'il était très important d'être un minimum pédagogique. Edgar, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité. Merci. Merci, M. Liongo. Effectivement, ça a été très pédagogique. Pour un peu résumer ce que vous venez de dire, donc le contexte budgétaire du Congo, c'est 100 $ pour chaque habitant par an. C'est l'instrument fiscal que le Congo a pour pouvoir faire avancer. Dans le même spectrum, lorsqu'on voit la Belgique, ils ont 24 000 $ par an pour chaque habitant. L'Angola est à 1 000 $ par an pour chaque habitant. Donc, autant dire que notre budget est vraiment modique. Alors, les propositions que vous souhaitez faire ou les réformes que vous souhaitez mener auraient pour but, bien entendu, de maximiser les recettes fiscales, d'augmenter la cohésion nationale en appliquant une politique plus redistributive et enfin, une politique qui aurait quand même un impact écologique positif. Alors, pour ce qui est de l'impôt sur les revenus de la personne physique, ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'impôt cédulaire. Ce que vous souhaitez faire, c'est la sommation de toutes les catégories de revenus et ainsi appliquer les différentes taxes qui doivent être appliquées selon, bien entendu, la logique d'un impôt progressif. Ce que vous voulez faire pour l'impôt des sociétés, bien entendu, vous souhaitez appliquer un système de modulation bonus-malus où, selon les critères que vous avez évoqués, les entreprises seraient taxées un peu plus, hein, selon que l'actionnariat serait congolaise ou non, ou selon qu'on emploie plus de personnes défavorisées ou non, etc. Et ensuite, et je dirais enfin, la réforme administrative que vous souhaitez, c'est fusionner les 3 directions en une, et cela aurait comme gain une meilleure efficacité. Merci, M. Liongo, pour votre laïus qui a été fort pédagogique. Alors, on s'en va maintenant présenter M. Mateza qui va nous parler un peu de comment financer finalement ce budget, parce que c'est bien beau l'impôt sur les personnes physiques et personnes morales. Y a-t-il d'autres moyens de pouvoir augmenter ce fameux budget et ainsi donc rendre le Congo compétitif? On va laisser la parole à M. Jean-Pierre Mateza. Vous avez entre 20 et 25 minutes. Allez-y, Jean-Pierre. Merci, cher Edgar, et merci, Christian, pour cette présentation. Moi, je vais partager avec vous une présentation PowerPoint qui nous permettra d'avoir un support et de suivre la présentation. Alors, concernant donc les axes de financement innovants pour la République démocratique du Congo,
J'ai, de manière non exhaustive, pris 3 axes différents que je vais plus ou moins développer. Il y en a d'autres, mais c'est ceux que j'ai choisi de présenter aujourd'hui. Alors, le premier axe que je vais présenter, c'est la création d'une bourse. Monsieur Christian en parlait tout à l'heure, Monsieur Luzolo qui investit en bourse. Malheureusement, RDC, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais c'est une piste qui permettrait de mobiliser des capitaux pour le financement de l'économie congolaise. Alors, la création d'une bourse permettrait donc d'optimiser le marché congolais et il s'agirait donc d'une plateforme d'échange congolaise avec un marché secondaire et une liquidité des titres. On pourrait commencer, par exemple, en travaillant sur des émissions obligataires, donc qui sont des titres de dette, pour ensuite aller vers des conversions en actions, qui sont plutôt des titres de participation. Le deuxième axe que je vais développer, c'est la création d'un fonds d'investissement de la diaspora. Une fois de plus, M. Christian Liongo en parlait juste avant. Il s'agirait donc de créer un fonds d'investissement par et pour la diaspora congolaise qui permettrait aux Congolais de l'étranger d'avoir un outil d'accompagnement pour les investissements en RDC et qui contribuerait au développement du pays. Le troisième axe que je vais développer, c'est l'émission d'Eurobonds qui permettra donc de mobiliser des capitaux sur les marchés internationaux et de financer des projets d'envergure structurants en RDC. Alors, le premier point que je vais donc développer, c'est la création d'une bourse en RDC, que j'ai nommée Congo Stock Exchange. La problématique à laquelle nous faisons face en RDC, mais c'est le cas aussi de par le monde, c'est qu'il y a un gap entre les entreprises qui ont besoin d'être financées et les banques et ou les institutions financières qui disposent de liquidités sans pour autant totalement financer l'économie. Je vais donner ici un exemple très concret avec les 2 plus grandes banques de la place, 2 plus grandes banques congolaises, dites congolaises parce que, effectivement, comme l'a dit Christian, encore une fois, l'économie est entre les mains d'acteurs étrangers parce que Equity aujourd'hui, c'est le Kenya et Robank, c'est une famille indienne, même si elle est installée en RDC depuis très longtemps. Mais ces 2 grandes banques, qui sont les 2 premières banques de la place, si je prends le cas d'Equity, elles disposent de pratiquement 6,4 milliards de dollars de dépôts. Et pourtant, en termes de crédit qu'elle octroie aux entreprises et aux privés, elle n'octroie que 1 milliard. On voit qu'il y a ici encore une marge de plus ou moins 5,5 milliards, même si évidemment elle a également des coûts de structure, etc. Mais il y a quand même suffisamment de capitaux qui pourraient être réinvestis dans l'économie. Pour la Robank, c'est 3,2 milliards de dollars de dépôt et seulement 1,3 milliard de dollars de crédit. Ici, de nouveau, on peut trouver plus ou moins 2 milliards. Donc, vous voyez qu'en prenant simplement 2 institutions financières congolaises, on voit qu'il y a 7 milliards de dollars qui flottent quelque part dans le pays, qui ne sont pas investis dans l'économie. L'objectif de la bourse est de faire le lien, justement, et des marchés financiers, c'est de faire le lien entre ces agents économiques qui sont en surliquidité, comme les banques qu'on vient de voir, et les agents économiques qui sont en sous-liquidité ou à la recherche de financement. Ceci, on va parler des entreprises ou même des gouvernements. Pour ceux qui disposent des liquidités, ça va être les ménages qui effectuent des dépôts à la banque, ça va être des investisseurs institutionnels tels que les assurances, fonds, etc. Ou ça va être les banques en elles-mêmes. L'idée de la bourse, simplement, c'est de créer une plateforme qui met en relation ces 2 types d'agents économiques pour que l'économie puisse être financée de manière efficace. Alors, les outils qui vont être utilisés, c'est soit l'obligation, ça veut dire que vous faites un prêt à l'entreprise, ou l'action, vous devenez partenaire de l'entreprise. Alors, l'idée sur laquelle nous allons d'abord nous focaliser, c'est l'obligation, parce que la bourse et la finance de manière générale, c'est avant tout une question de confiance. Avant de devenir partie prenante dans une entreprise, il est intéressant de voir d'abord comment elle fonctionne en tant que prêteur. Et une fois qu'on a pris la confiance après quelques années de collaboration, on peut effectivement rentrer de plein pied dans l'entreprise en tant que financeur. Donc ici, on va commencer simplement par aborder l'aspect de l'obligation, qui est donc le prêt de ce qu'on appelle un principal, qui sera remboursé à échéance, avec des paiements intermédiaires de coupons. Pour ce qui concerne l'investisseur qui veut investir en bourse dans une entreprise,
dans un premier temps, il va décaisser un montant. J'ai donné ici un exemple de 100 € qu'il va décaisser pour investir. Et après la première année, il va recevoir un coupon. Si le pourcentage du prêt est de 10%, il va recevoir 10 € la première année, de même la deuxième année, etc., jusqu'à l'échéance où il va récupérer son principal et le dernier coupon. Évidemment, la dynamique est à l'inverse pour celui qui émet et qui emprunte, qui va, dans un premier temps, bénéficier des 100 € qu'il aura reçus comme prêt, pour ensuite commencer à payer dès la première année des intérêts sous forme de coupons, jusqu'à la maturité de l'obligation où il va rembourser les 100 € avec le coupon. Ça, c'est simplement en termes de flux. Alors, ce qui est très important en termes de bourse, c'est de comprendre que tout ce qui est technologie, la bourse apparaît être un domaine très compliqué. Mais au final, tout ce qui est technologie n'a fait que permettre d'améliorer et d'optimiser le fonctionnement de la bourse. Pour vous donner un exemple, la New York Stock Exchange, la bourse de New York, pardon, a commencé avec sur une feuille de papier qui permettait simplement de noter les ordres d'investissement et de noter les opérations qui avaient été faites. Ensuite, on a rajouté tout ce qui était technologie, ordinateur, algorithme pour tout cela. Mais ici, il faut comprendre que la mise en place d'une bourse, c'est simplement, disons, un mécanisme qui permet en fait de faciliter les échanges entre les agents en surliquidité et ceux qui en ont moins. Et l'un des premiers critères, ça va être d'identifier quelles sont les sociétés qui sont potentiellement susceptibles d'émettre des obligations ou des actions qui seront rachetées sur la bourse. C'est très important en termes de crédibilité. On va par exemple choisir des sociétés qui respectent le droit comptable OHADA, droit OHADA dans lequel la RDC est signataire. Ça va en fait inciter les sociétés à se mettre aux normes comptables africaines et internationales pour pouvoir bénéficier des financements au niveau de la bourse. Donc, c'est assez positif pour ces sociétés-là qui vont vouloir se mettre en règle et qui vont évoluer. On va également demander aux sociétés qui ont émis des titres sur la bourse d'effectuer ce qu'on appelle un reporting périodique et prudentiel, c'est-à-dire qu'en toute transparence, elles doivent informer le public, surtout les investisseurs, sur le bon fonctionnement de la société. Alors, il s'agira aussi, évidemment, parce que l'idée, ce n'est pas seulement de financer des entreprises parce qu'elles sont congolaises, mais il faudra aussi que la demande de financement via la bourse soit objective. On va notamment regarder si les capitaux demandés correspondent bien à l'activité de l'entreprise et à sa taille. On va regarder si c'est une entreprise qui est dans un secteur concurrentiel, avec très peu de marge de manœuvre en termes de développement, ou si c'est plutôt une entreprise qui est dans une niche avec un potentiel de développement important. La taille de l'entreprise, le bilan, le flottant, qui sont des données intrinsèques à celle-ci. Et une fois qu'on a identifié les sociétés qui peuvent être cotées en bourse ou qui peuvent émettre des titres sur la bourse, on va identifier maintenant qui peut être un investisseur pour ces sociétés-là. Dans un premier temps, on va parler d'investisseurs institutionnels qui vont reprendre, comme le nom l'indique, des institutions, comme des assurances, des fonds de pension, des banques qui détiennent de l'argent. Par exemple, un fonds de pension va accumuler les pensions futures qu'il devra payer aux futurs retraités, mais entre-temps, l'argent dont elle dispose ne doit pas rester dormir. Il peut être réinvesti notamment dans la bourse. Pour les assurances, c'est la même chose. Donc, on souscrit à des assurances, mais l'assurance ne décaisse que lorsqu'il y a un sinistre. Entre-temps, elle dispose d'une manne financière qui peut également être investie dans la bourse. Ça, c'est pour ce qui concerne les investisseurs institutionnels. On va aussi parler des investisseurs privés, qui sont les ménages, qui ont des surliquidités et qui peuvent également investir dans la bourse. Aujourd'hui, en RDC, à part le compte à terme, il n'y a pas vraiment de possibilité pour les entreprises d'investir dans des produits financiers innovants. Donc, la bourse proposerait cette alternative-là. Des entreprises également qui peuvent bénéficier de beaucoup de liquidités et qui n'en ont pas besoin dans l'immédiat pourront se positionner en tant qu'investisseurs privés. Alors, ici, c'est un peu technique, mais c'est important de le signaler parce que la création d'une bourse, effectivement, est un véritable chantier et ça ne sera pas dans un premier temps que la bourse congolaise va piluler d'entreprises qui seront cotées, etc. Il faudra vraiment y aller par étapes. C'est-à-dire qu'il faudra, dans un premier temps, sélectionner un nombre très faible d'entreprises susceptibles d'être cotées ou qui seront cotées, afin de donner une base solide
à ce marché boursier et de permettre aux autres de se mettre aux normes avant de pouvoir entrer dans la bourse. Et en ces termes, ce qu'on appelle le market making, c'est un mécanisme, si vous voulez, de cotation sur les bourses modernes qui disposent de milliers ou de centaines de milliers de titres dans lesquels les opérations se font au millième de seconde et très rapidement. C'est un marché qui va être ouvert 8 heures par jour, dans lequel vous allez avoir des transactions chaque dixième de seconde. Contrairement à ce que nous allons viser avec la RDC, c'est plutôt un marché qu'on appelle order book, qui, du fait du petit nombre d'entreprises cotées ou du faible nombre de titres, va être un marché qui va être organisé occasionnellement. On va par exemple dire, chaque jour, entre midi et 13 heures, il pourra y avoir des sociétés, des titres de sociétés cotées en bourse qui pourront être échangés. Donc, ça permet en fait de garder une certaine cohérence dans le fonctionnement de la bourse. Alors, il y a aussi tout ce qu'on appelle post-trading, qui est aussi un élément important pour donner confiance dans la bourse pour les investisseurs. C'est qu'il faut des organismes, ça je le cite pourquoi? Pour dire que la bourse en elle-même va créer un tas d'emplois connexes. Non seulement au niveau de la bourse, il y aura de la création, mais aussi il faudra créer des sociétés et des établissements qui permettront d'accompagner la bourse dans un bon fonctionnement. Ceci, par exemple, je vais donner juste cet exemple-là, ce qu'on appelle dépositaire central, c'est-à-dire que et les sociétés cotées en bourse et les investisseurs n'échangent pas directement, ils échangent au travers de la plateforme. Ça veut dire qu'un investisseur doit avoir un compte dans ce qu'on appelle le dépositaire central, et la société émettrice ou cotée en bourse va déposer ses actions chez le dépositaire central, de sorte qu'une fois que la transaction est effectuée sur la plateforme boursière, c'est une tierce partie qui va garantir l'efficacité de l'échange entre l'argent payé pour l'achat du titre et le transfert du titre. Juste à titre d'exemple. Il y a également ce qu'on appelle le clearing et le settlement, mais c'est assez technique. Alors, le modèle de rémunération de la bourse, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des acteurs en relation. La bourse a évidemment, disons, elle a également un objectif économique et financier. Et donc, comment est-ce qu'elle va être rémunérée et gagner de l'argent? Pour participer à cette bourse, il faudra payer ce qu'on appelle des membership fees, c'est-à-dire c'est une cotisation qui permet d'accéder à la bourse. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les transactions fees, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une transaction qui est effectuée, un titre qui est acheté, une partie ou un pourcentage va être perçu par la bourse. C'est ainsi qu'elle permet de fonctionner et de faire fonctionner sa structure. Alors, de nouveau, je vais rebondir sur ce que M. Christian Lyongo a partagé tout à l'heure sur l'impôt de base. La bourse peut être, par exemple, un incitant pour les entreprises et ou pour les investisseurs. De sorte que, en investissant dans la bourse, on peut peut-être travailler sur la réduction de l'impôt de base parce que notre investissement permet de développer l'économie. Donc, on voit que la fiscalité dont on a parlé avant est un domaine assez transversal qui va venir toucher différents domaines, y compris la finance. Alors, pour ce qui est de l'État, c'est aussi un avantage parce qu'il va pouvoir percevoir ce qu'on appelle des taxes sur les opérations boursières. Ça veut dire que chaque opération qui sera effectuée sur la bourse, en toute transparence, va permettre à l'État de percevoir une taxe infime qui ne va pas décourager les transactions, mais qui va quand même permettre de dégager un certain revenu. Donc, en conclusion, on voit que quand on parle de bourse, c'est un terme qui paraît très compliqué, mais au final, il s'agit simplement de mettre en place une réglementation, d'établir des règles précises en matière d'acceptation des sociétés pour savoir qui peut être coté, comment est-ce qu'on cote, on l'a vu avec le market making ou order book, et une fois qu'on a acheté ou qu'on a fait une transaction, qu'est-ce qui se passe, qui garantit la faisabilité de l'opération. Et comme je l'ai dit avant, l'idée donc c'est de commencer avec un nombre limité de sociétés afin d'avoir des bases solides pour ensuite élargir la base. Donc ici, la plateforme que nous souhaitons développer pour la RDC, ça va être d'abord une plateforme obligataire, donc sous forme de prêt. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle la bourse de valeur avec les actions. Et on peut également faire une déclinaison, puisque la RDC en regorge, sur une bourse des matières premières qui permettra aussi de contribuer au développement du pays. Donc ça, c'était le premier axe sur la bourse, développement de la bourse. Le deuxième axe que je vais développer, c'est le fonds de la diaspora congolaise.
on l'a dit tout à l'heure, 15 millions approximativement de Congolais à l'étranger. Imaginons que chacun d'entre eux peut disponibiliser 1 000 $. Ça nous fait un fonds de 15 milliards. Évidemment, c'est hypothétique, mais c'est simplement pour vous donner une idée sur la force et la puissance que la diaspora représente, parce qu'avec un fonds de 15 milliards, on est même au-delà du budget actuel de la RDC. Alors, l'objectif de ce fonds pour la diaspora congolaise, c'est donc de créer un fonds par et pour la diaspora congolaise sur une place financière de renom. Pourquoi sur une place financière de renom? Parce que ça permet de bénéficier de la réglementation locale et de rassurer la diaspora sur le fait que les capitaux qui sont investis le seront en toute transparence et en toute sécurité, avec une place financière et un régulateur qui va s'assurer qu'il n'y a pas d'abus ou de malversation ou autre. Ça permettra donc aux Congolais de l'étranger d'avoir cet outil d'accompagnement pour les investissements en RDC et de contribuer au développement du pays. Le concept en lui-même, en fait, comme je l'ai dit avant, j'ai parlé de 15 millions de membres de la diaspora pour 1 000 $ par personne. L'idée, c'est de se dire que seul, avec 1 000 $, c'est difficile de trouver des opportunités d'investissement. Par contre, si on fait nombre, ça permet en fait de capitaliser, comme on dit, et d'avoir des ressources suffisamment importantes que pour pouvoir peser et avoir du poids sur des investissements et sur le développement du pays. Comme je le dis ici, un peu d'argent, mais beaucoup de personnes, c'est exactement ce pouvoir-là de ce qu'on appelle le crowdfunding, qui serait le concept de ce fonds pour la diaspora congolaise. Alors, il y a donc 3 types de parties à distinguer dans le fonds de la diaspora congolaise. La première partie, c'est l'entrepreneur et le promoteur de projet. La deuxième partie, c'est la foule ou l'investisseur. Et la troisième, c'est la plateforme qui est l'outil d'investissement. En ce qui concerne l'entrepreneur ou le promoteur du projet, évidemment, l'idée, c'est que ce soit des entreprises congolaises, idéalement, donc locales, qui puissent bénéficier de ce fonds pour la diaspora. On peut éventuellement considérer également des entreprises étrangères, mais qui soient détenues par des Congolais. Par exemple, une entreprise en France qui travaille sur des projets en RDC peut en bénéficier. Une autre piste, ça serait également de voir des joint ventures entre des entreprises européennes, purement européennes, et des entreprises congolaises qui veulent investir sur des projets en Afrique. Donc ça, c'est ce qui concerne l'entrepreneur et le promoteur du projet. En ce qui concerne les investisseurs et la foule, évidemment, le focus doit se faire sur la diaspora. C'est la diaspora qui devrait constituer la majorité de ce fonds, mais il ne faut pas être totalement fermé et toujours laisser un petit peu d'espace peut-être à des investisseurs de tout horizon qui sont intéressés par l'Afrique ou par des secteurs en particulier. Ça permet toujours de renforcer le business model. Et enfin, en ce qui concerne le fonds en lui-même, donc l'outil qui va faire le lien entre l'investisseur de nouveau et l'entreprise à la recherche de capitaux, donc cet outil va permettre de constituer un réseau en fait d'investisseurs, mais également d'entreprises congolaises, qui auront des relations privilégiées au niveau congolais et international. On peut par exemple parler des fonds de garantie de la BAD qui pourront être intéressés pour venir garantir les investissements faits par le fonds de la diaspora congolaise, de sorte qu'en cas de défaut, le fonds de garantie, comme une assurance, puisse venir à la rescousse de l'investisseur pour qu'il ne perde pas tous ses deniers. Donc on voit ici, en termes de relationnel, cela dépasse même le cadre congolais et ça peut être appliqué de façon continentale ou internationale. L'autre aspect important, c'est que ce fonds de la diaspora congolaise devra fonctionner également avec un partenaire local, avec une banque locale, parce qu'il faut quand même une présence locale. Même si le fonds est basé aux États-Unis ou en Belgique ou ailleurs, il faut quand même une présence locale pour l'effectivité des investissements qui seront faits. Et ça facilite également les transactions intercontinentales. Alors, de nouveau, on en a parlé tout à l'heure, l'impact. Un fonds à impact, pas simplement des projets qui permettent un impact économique, mais également social, environnemental, et on peut notamment se référer aux objectifs de développement durable. Alors, en pratique, je vais passer ça très rapidement, il y aurait plusieurs étapes. La première étape, c'est le screening, qui évaluerait évidemment le projet, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'investir, parce que ce sont des entreprises congolaises, il faut aussi que ce soit des entreprises à potentiel. Donc, il y a le screening qui va regarder le potentiel de croissance, qui va regarder la qualité de l'équipe. Est-ce que le promoteur a la compétence de gérer le projet qu'il présente?
dans quel secteur on se trouve, est-ce que c'est de l'innovation? Évidemment, plus ce sont des secteurs innovants et plus on aura tendance à favoriser l'investissement, etc. Une fois que le screening est fait, il y a ce qu'on appelle l'incubation, c'est-à-dire que le fonds et la plateforme vont permettre à l'entrepreneur de disposer d'un espace de développement avec des conseils, l'aide administrative, etc. Incubation. La troisième étape, ça sera qu'une fois que le projet est prêt, il sera intégré dans la plateforme pour que les investisseurs puissent maintenant choisir d'investir dans le projet et sous quelle forme. Et évidemment, une fois que l'investisseur a investi, il s'agit maintenant de rémunérer l'investisseur, soit avec des dividendes s'il est rentré en tant qu'actionnaire, soit avec des coupons et le principal si il a simplement prêté la somme pour le développement du projet. De nouveau, ce fonds pour la diaspora, ce n'est pas simplement une initiative sociale, elle est également économique et financière. Et le fonds pourrait percevoir évidemment des pourcentages sur les montants souscrits. C'est-à-dire qu'en tant que promoteur de projet, si j'ai pu lever 100 000 $ pour mon projet, je vais reverser par exemple 5%, donc 5 000 $ à la plateforme qui m'a permis de le récolter. Et l'investisseur de nouveau rémunéré, comme on l'a dit plus tôt. Donc ça, c'était ce qui concernait l'axe 2. En ce qui concerne l'axe 3, c'est l'émission d'Eurobonds. On parle donc d'émissions d'Eurobonds sur les marchés internationaux pour le financement de projets en RDC. Les Eurobonds, ce sont simplement des titres de créances publiques, étatiques, qui sont émis dans une devise autre que le pays dans lequel ils sont négociés. Donc, quand la Grèce émettait de la monnaie au niveau européen, eh bien, ça porte le nom de Eurobonds parce qu'elle n'a pas émise dans la monnaie grecque, mais plutôt dans la monnaie européenne en euros. Cela est appliqué aujourd'hui même par les pays africains, donc c'est une piste qu'il faut pouvoir également envisager. Il y a deux approches différentes. Il y a ce qu'on appelle le project bond, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est évalué, qui est ficelé, pour lequel on va émettre un bond et pour lequel les investisseurs, avec toutes les informations, vont se décider à investir dedans pour soutenir le projet. L'autre pendant, c'est ce qu'on appelle le country bond, c'est-à-dire que le pays va simplement émettre un bond au niveau international et il décidera lui-même de la location des capitaux qui ont été levés sur le marché. C'est un peu plus risqué parce que si vous émettez un bond simplement pour refinancer une dette ou pour payer des salaires ou autre, vous ne créez pas de valeur. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où c'est une course en avant, il faudra émettre un nouveau bond pour payer le bond précédent, etc. Alors, j'ai voulu partager avec vous quelques exemples d'émissions d'eurobonds par les pays africains. Et dans ce cadre-là, on voit que l'Angola, en 2022, a émis 1,75 milliard de dollars sur les marchés. Le Bénin a pu bénéficier d'1 milliard de dollars en 2021. Le Nigeria a pu bénéficier de 5,25 milliards de dollars entre 2021 et 2022. Et même des pays beaucoup plus petits et modestes comme le Rwanda a pu émettre ce genre de bons de 620 millions de dollars en 2021. Alors, pourquoi la RDC ne le fait pas? Parce qu'elle dispose pourtant des atouts pour le faire. Et à titre d'exemple, je vais partager avec vous la note des agences de notation, notamment S&P, Standard & Poor's, qui en 2022 a attribué une note de B- à la RDC. Et cette note de B- a été attribuée également au Nigeria et à l'Angola. Et pourtant, on voit que ces deux pays, avec cette note, ont pu lever des milliards sur les marchés internationaux, là où la RDC, avec la même note, n'a pas encore pu faire ce genre de levée de capitaux. Le deuxième atout de la RDC, c'est son sous-sol, parce qu'elle regorge de minerais stratégiques qui peuvent être mis en garantie pour ces émissions d'eurobonds. Et donc, ça permettra de mobiliser des capitaux encore plus importants et puis de réduire le coût de la dette parce que l'émission d'eurobonds serait garantie. Alors, c'était le troisième axe. Ici, ce n'est pas un axe, c'est simplement une piste de réflexion que j'ai voulu partager avec vous en termes de mobilisation de capitaux. Et je vais donc vous parler de ce qu'on appelle la Pandemic Emergency Purchase Programme. C'est en fait une mesure de politique monétaire qui a été mise en place par la Banque centrale européenne, la BCE, pour lutter contre les effets du Covid sur les économies européennes. La BCE a donc créé de la monnaie en créditant les comptes des institutions financières auxquelles elle a acheté des titres, et ces institutions financières ont
pu ainsi financer l'économie qui était à mal. Et donc, ce programme, entre le 18 mars 2020 et le 10 décembre 2020, a permis, si vous voulez, d'investir 1850 milliards d'euros dans les économies de la zone euro. Donc, je répète bien, 1850 milliards d'euros dans les économies. Et ça, c'est un petit peu pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur la faiblesse du budget congolais et des investissements qui sont effectués, parce qu'on voit bien que ce n'est pas avec des investissements de 1 ou 2 milliards qu'on pourra effectivement développer le pays. Il faut des investissements massifs. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut investir ce genre de montant-là en RDC, mais simplement, il faut investir, il faut créer de la monnaie de façon à ce que le pays puisse l'absorber de façon efficace. C'est-à-dire pas trop, mais pas trop peu non plus. Et l'avantage que la RDC a par rapport à ça, c'est que nous disposons de notre propre banque centrale pour ce genre d'opération, comme ça a été fait par la Banque centrale européenne. Beaucoup de pays africains, dans la zone, par exemple, CEMAC en Afrique centrale ou dans la zone UMOA en Afrique de l'Ouest, dépendent de la Banque de France. Les banques centrales regroupent plusieurs pays et n'ont pas l'autonomie de décider par elles-mêmes de ce genre de mesures. En RDC, nous avons cette opportunité-là. Maintenant, on entend souvent parler de la planche à billets. Est-ce que cela permettrait de dévaluer la monnaie ou pas? Si les investissements qui sont faits sur ce type d'émissions sont productifs, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur, qu'on crée de la richesse, alors le niveau de production de l'économie reviendra à être équivalent à la masse monétaire en circulation. Et donc, on ne pourra pas nécessairement parler de dévaluation automatique. Voilà, donc ça, c'était une piste de réflexion en plus des 3 actes, ce qui me permet de conclure ici ma présentation. Merci, Monsieur Jean-Pierre Mateza. Excellente présentation, très technique, je dois l'avouer. Donc, vous proposez pour le financement de l'économie congolaise 3 possibilités. La première, c'est la bourse. En effet, vous estimez qu'il y a un gap entre les institutions qui ont besoin de financement et ceux qui ont l'argent. Donc, la bourse pourrait éventuellement combler ce gap et cela aurait pour avantage à ce que les entreprises soient mieux gérées puisqu'ils devront, comment dirais-je, prendre en compte la comptabilité de l'OHADA et bien entendu, ils devront s'astreindre à l'exigence du reporting prudentiel et périodique. Vous avez parlé du fonds de la diaspora, un fonds qui serait géré ou mis sur une plateforme financière qui devra travailler avec un partenaire local. Et enfin, vous avez parlé de l'émission des eurobonds qui sont en fait des actions obligataires qui seraient émises dans une monnaie autre que le franc congolais. Merci beaucoup pour vos 2 interventions. Il y a des questions, pas encore en tout cas, mais moi j'en ai encore en tout cas quelques-unes pour vous. Donc je commencerai par M. Liongo qui avait commencé. La première pour Christian, ça serait par rapport aux réformes qu'il propose. Essentiellement, ce qu'il veut faire, c'est accroître l'assiette fiscale afin quand même que l'on puisse augmenter le budget de l'État. Mais il y a aussi un adage qui dit trop d'impôts sur l'impôt. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec votre réforme, vous puissiez effrayer certains acteurs économiques, particuliers et institutionnels, qui se diraient dans ce pays-là, avec de telles réformes, ça sera compliqué pour nos bénéfices? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est par rapport à l'impôt sur les personnes physiques. Vous avez proposé un impôt modulable vers le haut ou vers le bas, bonus-malus, selon plusieurs critères. L'un des critères, c'est le critère environnemental. Pouvez-vous nous donner une idée de comment vous pouvez quantifier ce critère-là, dans l'heure actuelle des choses, que X entreprise polluerait un peu plus ou serait un peu plus vert, etc. Nous donner un peu plus d'informations en la matière. Alors, pour Jean-Pierre Mateza, 2 questions. Vous avez parlé en fait d'investisseurs institutionnels. En tout cas, moi, de ce que je vois dans les fonds de pension au Congo, il n'y a que l'INSS, si je ne me trompe.
Et il y a aussi, bien entendu, le secteur de l'assurance qui est naissant. Est-ce que vous pensez, dans l'état actuel des choses, avec un secteur d'assurance qui ne représente que au grand maximum 1,5 milliard et l'INSS qui est géré, comme on le sait, est-ce que vous pensez que cette présence d'acteurs institutionnels serait suffisante pour que ce que vous proposez ait des retombées positives? Donc ça, c'est ma première question. La seconde, c'était par rapport au eurobond. Bon, les agences de notation nous ont donné B-, c'est très bien, mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi nous n'avons pas encore émis des actions obligataires, puisque nous avons théoriquement une bonne notation. Donc, ça veut dire comme que les choses, en théorie, marchent bien. Comment expliquez-vous le fait que nous n'ayons pas encore utilisé cet outil qui est à notre portée, alors que les autres le font? Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, afin de donner aussi l'opportunité à d'autres de poser la question. Donc, si Christian, tu peux répondre et Jean-Pierre va suivre après. Oui, merci, merci Edgar pour ces très bonnes questions. D'abord, la première concerne l'adage, effectivement, qui dit que trop d'impôts tue l'impôt. Les économistes ont un peu formalisé ça par la fameuse courbe de l'affaire, hein, une courbe à un certain moment qui monte et qui descend. Donc, quand vous augmentez le taux de l'imposition, de recette fiscale augmente pour atteindre une certaine apogée. Et puis, à partir de ce moment-là, une augmentation de taux d'imposition diminue de recettes fiscales. Ça fait également référence à ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Bien. Alors, à la matière, j'aimerais donner l'une ou l'autre statistique. Il y a un quotient qui est très intéressant, qui est développé par l'OCDE, c'est le quotient sur un pays particulier, le total, donc le numérateur, c'est le total des impôts prélevés sur le PIB. Donc, ce quotient-là est très important parce qu'il nous donne une idée sur la richesse totale générée par un pays, le PIB, quelle est la part qu'un pays arrive à transformer en recettes fiscales et donc en recettes budgétaires. Donc, ça permet vraiment je crois que c'est vraiment très, très, très important. Alors, c'est ce quotient-là, pour la RDC, ça a quand même évolué. Hein, ça a quand même évolué ces dernières années. On ne peut pas le nier, mais nous sommes plus ou moins à 13% à peu près en 2022. Alors, une fois de plus, est-ce beaucoup? Est-ce peu? Il faut aller voir ce que font d'autres pays. Si vous allez sur l'Afrique du Sud, c'est un ratio qui est aux alentours de 25% si mes souvenirs sont bons. Si vous allez sur un pays comme la Belgique, c'est un ratio qui est de près de 50%. Donc, 50% des richesses en Belgique sont transformées comment dirais-je, en impôts et taxes divers et redistribuées. Hein, c'est les fameux 270 milliards de dollars que j'évoquais tout à l'heure et qui permettent dès lors d'avoir une politique sociale parmi les plus avancées au monde. Hein. Comme je le disais, un enfant qui naît en Belgique, jusqu'à ce qu'il va terminer ses études supérieures, n'a pas beaucoup à engager comme dépense, du moins ses parents. Une personne qui est retraitée bénéficie de pensions très, 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 très correctes et ainsi de suite. Une personne handicapée, d'allocation de personnes handicapées. Bon, voilà. Et donc, ce ratio est très, très bas en RDC. Ce qui me permet de dire, et quand je le compare par rapport à ce ratio, donc en RDC 2 fois plus bas que le ratio en Afrique du Sud, ce qui me permet de dire que logiquement, il y a une marge de manœuvre, c'est le propos que j'essaie de tenir, il y a une marge de manœuvre concernant, disons, le fardeau de l'impôt qu'on peut imposer aux différents acteurs, particuliers, personnes morales privées, personnes morales publiques. Ça, c'est de un. Et si je peux aussi également
ajouter un point très important qui vaut aussi en matière de finances, c'est l'aspect psychologique. Plus vous avez des gouvernants, des responsables publics, des responsables politiques qui inspirent confiance, plus le consentement à l'impôt sera acquis. Donc, nous espérons, puisque nous sommes dans une période préélectorale, qu'à l'issue des élections prochaines, nous aurons un gouvernement dont les pratiques vont tout de suite inspirer confiance. Un exemple, mais très anecdotique, mais très important. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de plus de 50 membres au sein du gouvernement. Si demain, il y a une véritable volonté politique d'assainir les finances publiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans les 10 milliards de dollars que j'évoquais tout à l'heure de notre budget national effectif, nous avons les 2/3 restent dans ce que moi j'appelle la superstructure politique de la Gombe, hein, ce que certains appellent la République de la Gombe, qui vont aux politiques, qui vont aux membres du gouvernement, qui vont aux conseillers, qui vont aux députés, qui vont aux sénateurs. Donc, nous avons 2/3 de ce budget qui demeure dans la superstructure politico-administrative de Kinshasa. Bon, si demain, il y a une véritable volonté, même avec le même budget, avec un budget identique, de dégonfler le mammouth de la Gombe et de redistribuer davantage de la population, je pense et j'en suis persuadé qu'augmenter par ailleurs l'impôt, surtout si c'est juste, surtout si c'est sur les nantis et non pas sur la population, c'est d'où un des 3 objectifs que j'ai imposés à la future réforme fiscale, c'est la cohésion nationale. Il faut chercher les ressources financières là où elles se trouvent, donc auprès des plus nantis. Je ne pense pas qu'il peut avoir éventuellement des mouvements sociaux très importants. Je pense que la majeure partie de la population va consentir à cela, d'autant plus que la majeure partie de la population ne sera pas nécessairement touchée, du moins pas avec la même vigueur, par cette réforme fiscale qui touchera bien entendu davantage les personnes nanties. Donc, ces deux éléments sont très importants. Je pense que statistiquement parlant, point de vue chiffres, nous avons une marge de manœuvre sur le ratio impôts globaux et PIB, hein, donc 12-13%. Ce ratio chez nous, en Afrique du Sud, 25%, et dans la moyenne des pays de l'OCDE, si ma mémoire est bonne, on est aux alentours d'une trentaine de pourcents. Donc là, il y a une marge de manœuvre quand même importante. Et puis deuxièmement, il est très important. C'est pour ça que les réformes que nous évoquons ici ne se font pas sur une île désertique. C'est un ensemble, en fait, c'est une batterie, comme l'a d'ailleurs prouvé tout à l'heure M. Jean-Pierre Matéza. Il y a une batterie, évidemment, de mesures qui doivent aller en parallèle, bien entendu. Hein, et tout se tient. Il faut une gouvernance transparente, de qualité et qui prône la cohésion nationale en s'appliquant à eux-mêmes des mesures de comment dirais-je, des mesures sociales, tout simplement, hein, et à commencer notamment par certains salaires qui sont exorbitants, nous les connaissons. Et donc ça, c'est par rapport à la première question sur laquelle il m'était proposé de répondre, hein, de réfléchir. Donc, concernant la deuxième, elle concerne donc ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir mettre en place un système de modulation de l'impôt des sociétés, ce qu'on appelle l'impôt de base, que l'on va moduler à la hausse ou à la baisse selon le comportement du contribuable entreprise ou contribuable personne morale. Et ce comportement sur 3 points. Nous rappelons l'impact écologique. C'est sur ce point-là en particulier qu'il m'est proposé de réfléchir. L'impact social, combien de personnes sont occupées dans telle société, combien de femmes, combien de personnes en handicap, etc. Donc, l'indice social est très, très, très important. Ça renvoie une fois de plus à la cohésion nationale. Et enfin, la nationalité de la société. Plus la société est détenue par des Congolais, plus la quote-part détenue par les Congolais dans l'actionnariat est importante, et plus basse sera l'impôt qui est proposé aux contribuables
contribuables sociétés auxquelles nous avons à faire face. Alors, particulièrement par rapport à l'impact écologique. Alors, c'est une belle question. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la question et il faut absolument creuser ça encore. Mais des pistes que l'on peut évoquer par rapport à ça, c'est est-ce que nous avons affaire à une société qui met en place un système de traitement des déchets performant? Est-ce que ce n'est pas une société qui déverse ses déchets comme ça au bonheur la chance, par exemple? Et quel est ce système qui est mis en place? Donc, on sent une fois de plus ici la transversalité de la question, parce qu'il est évident que le système de gestion des déchets mis en place doit être agréé par une agence, par exemple de l'environnement ou de traitement des déchets, qui doit agréer, évidemment, selon certaines normes, certains systèmes de gestion de déchets. Et il est évident qu'une entreprise dans le secteur immobilier n'a pas peut-être à mettre en place un système de gestion de déchets qu'une entreprise qui est dans le secteur de traitement de l'uranium, par exemple. On sent, même si nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, mais on sent que c'est là forcément deux systèmes de gestion de déchets complètement différents. Donc, c'est une matière qu'il faut absolument mettre entre les mains, même si ici on évoque l'aspect fiscal, il faut bien entendu mettre cela entre les mains de, comment dirais-je, d'une agence de l'environnement qui va agréer les systèmes d'environnement, le système de gestion d'environnement, enfin de gestion de déchets ou autres systèmes pro-environnement qui sont mis en place. C'est par ailleurs, mais c'est une excellente question parce que c'est par ailleurs le point le plus difficile pour moi à mettre en place. C'est le point qui demandera le plus de compétences fines et qui forcément va prendre le plus de temps. Et donc, dans les différents points que j'ai évoqués, je n'ai pas évoqué non plus des dizaines, hein, mais dans les 4 points, deux pour l'impôt sur le revenu des particuliers et puis 2 sur l'impôt des revenus des sociétés, c'est probablement sur les 4 points le point qui demandera le plus de travail et ça prendra probablement plusieurs années à mettre ça en place. Mais si notre valeur, c'est de considérer notre pays comme exemplatif sur un point de vue environnemental. Et je pense que ça peut être une chance pour la RDC, compte tenu de tout ce que nous voyons se passer dans le monde aujourd'hui. Nous voyons ce qui s'est passé en Libye, nous voyons ce qui s'est passé au Maroc, et nous voyons ce qui se passe en Floride, à Miami ou en Californie, etc. Si nous voulons faire de notre pays un pays qui est en avant-plan en matière environnementale, qui est exemplatif, je pense que ça doit se refléter sur des politiques publiques, notamment environnementales, notamment fiscales. Et je suis même persuadé que ça peut être un élément que nous pouvons vendre à l'étranger pour booster et favoriser notre tourisme. Ça peut avoir comment on appelle ça, donc des retombées économiques, notamment en matière de tourisme, notamment simplement en matière de vente de nos produits agricoles à l'étranger, si on est reconnu dans le monde entier comme un pays exemplatif en la matière. Moi, personnellement, je tiens beaucoup à ce point-là. Et donc, pour répondre mais vraiment concrètement à ta question, je pense que c'est une réponse qu'il faut, enfin, c'est une question éminemment technique et qu'il faut remettre aux ingénieurs environnementaux. Mais excellente question. Merci beaucoup. Merci, M. Liongo. Donc, avant de donner la parole à Jean-Pierre, donc s'il y a des questions, vous pouvez le mettre sur le chat ou simplement lever votre bras et je pourrai vous donner le micro. Allez-y, Jean-Pierre, par rapport aux questions. Merci, Edgar. Avant de répondre, je vais juste compléter ce que Christian a très bien développé. Il faut savoir qu'il existe des sociétés qui font ce qu'on appelle des audits énergétiques. Le Canada, par exemple, est très avancé dans ce genre de pratiques. Et donc, il s'agirait simplement de travailler avec ces sociétés-là pour faire des audits énergétiques et faire le ranking des entreprises qui auront été auditées par rapport à leur comportement au niveau de l'environnement. Donc, je pense qu'il y a des solutions très concrètes qui permettront d'avancer sur ce point-là. Merci. Alors, concernant les questions qui m'ont été posées, justement, il est vrai que le secteur congolais ne dispose pas d'énormément d'institutions comme des fonds, etc.
vous avez très bien noté la Caisse nationale de sécurité sociale qui investit dans l'immobilier aujourd'hui. Donc, ils achètent des maisons et ils ont des comptes de dépôt à terme dans les banques. Si peu soient les ressources dont ils disposent, ça pourrait toujours être intéressant d'être redirigé vers la bourse. Maintenant, je vais donner deux précisions. La première, donc quand on parle d'investisseurs institutionnels, il y a ce qu'on appelle institutionnel et professionnel. La nuance est très faible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter uniquement sur des institutions financières. Une entreprise publique, je donne un exemple, Logefrem ou autre, qui gère beaucoup de liquidités, peut faire office d'investisseur institutionnel ou dit professionnel. Donc, ça permet d'élargir un petit peu le spectre sur les candidats à l'investissement. Maintenant, il est important de préciser que sur la bourse, elle n'est pas réservée uniquement aux Congolais ou aux entreprises congolaises. À partir du moment où vous avez une bourse des valeurs ou une plateforme obligataire qui fonctionne en toute transparence, avec une belle régulation, etc., vous avez des fonds de pension, d'assurance étrangers qui pourront également venir investir dans cette bourse-là pour les sociétés qui sont cotées au niveau de la bourse. Donc, c'est très important de noter que la bourse pour le Congo n'est pas limitée aux investisseurs congolais. Elle aura tendance à favoriser les entreprises congolaises pour avoir une économie locale, comme le disait monsieur Christian Longo tout à l'heure, mais elle sera ouverte à tous les acteurs internationaux pour qu'ils puissent, par exemple, diversifier leur portefeuille. Et je donne ici un exemple. Lorsqu'il y a eu la crise des subprimes en 2008, qui a commencé chez vous, aux États-Unis d'ailleurs, qui s'est répandue pratiquement dans le monde entier, beaucoup d'institutions financières ont commencé à investir en Afrique parce que l'Afrique était décorrélée du système financier mondial et donc n'était pas impactée par cette crise-là financière. Donc, avec une bourse en RDC, ça donnerait une alternative aux entreprises ou aux fonds de pension, d'assurance institutionnelle étrangère. Ça en donnerait une alternative d'investissement pour, si vous voulez, diversifier leur portefeuille géographiquement et de manière décorrélée du marché financier international. Donc ça, c'est la première question, la première réponse que je pouvais donner à la question. Concernant le deuxième point, c'est une excellente question concernant les eurobonds. Pourquoi la RDC n'est pas capable d'émettre des eurobonds alors qu'elle est cotée au niveau international comme d'autres pays africains qui, eux, peuvent en émettre? Alors, à ce que je sais, il y a eu une tentative en 2016 avec le gouvernement Matata Ponyo qui a voulu émettre 1 milliard de dollars d'eurobonds sur les marchés. Pour je ne sais quelle raison, cette opération n'a pas eu lieu et il n'y a pas eu de commentaire ou d'information qui a été donnée par la suite. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? Est-ce que c'est politique? Je n'ai pas vraiment de réponse à donner à cela, mais simplement, lorsque vous regardez purement les notations, on devrait être à même de le faire. Maintenant, au-delà de la notation, il est important pour la RDC, pour se mettre en bonne position, de travailler en fait sur l'amélioration de ses politiques publiques, de la gouvernance économique et de faire des efforts, surtout en termes de transparence économique et financière, qui permettront, au-delà de la note, de montrer qu'avec des réformes, le pays est, comment on dit, est fiable en termes d'émissions pour le remboursement des montants qui seront levés sur les marchés financiers. Mais pour la réponse de pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas été fait, malheureusement, je n'ai pas de réponse et je la cherche toujours. Merci. Alors, il y a une question de l'audience et j'en ai une aussi. Donc, ce sera les deux dernières questions pour chaque intervenant. Donc, Monsieur Liongo, une question pour vous. Au Congo, il y a pour le moment plus de 54 taxes. Comment faire pour les comprimer? Donc, ça, c'est la première question du professeur Kikango. La deuxième question, c'est par rapport aux réformes que vous souhaitez mettre en place, Monsieur Liongo. J'imagine, et j'aimerais bien avoir votre point de vue, sur les différentes difficultés que vous entrevoyez pour pouvoir appliquer cette politique. J'imagine qu'il faille, par exemple, identifier les personnes que chacun a un numéro. Ici, on appelle ça un numéro d'assurance sociale. Au Congo, ça peut être numéro d'identification. Il faudra un cadastre beaucoup plus amélioré pour qu'on sache si M. Serge Lozolo a deux maisons, une à Mumbele, l'autre à Massina, que sais-je encore. Quelles sont les difficultés que vous pensez à l'heure actuelle
que vous aurez pour pouvoir implémenter cette réforme. Alors, à M. Mateza, les deux dernières questions, c'est par rapport au fonds de la diaspora. Il y a eu dans le passé, et il y en a encore, quelques initiatives timides de la diaspora pour essayer d'investir. Pas de cette envergure que vous proposez, mais il y a eu quand même des tentatives. L'un des problèmes qui s'est posé, c'est le problème de crédibilité. Et vous l'avez dit. J'aurais souhaité que vous puissiez un peu élaborer dessus. Comment crédibiliser ce fonds de pension de la diaspora? Parce que beaucoup de gens ont effectivement de liquidités, peuvent investir, mais malheureusement, nous connaissons tous la culture congolaise de méfiance. Donc, vous avez parlé d'une plateforme qui pourrait éventuellement sécuriser les uns et les autres. J'aimerais bien que vous puissiez vous appesantir dessus pour voir comment on peut crédibiliser ce fonds de la diaspora. Et enfin, la dernière question pour M. Mateza, c'est une question de la capacité d'absorption de l'économie congolaise. De ce que je sais, et dans le passé, il y a eu des financements des tiers au Congo. Mais l'argent arrive, il y a de la difficulté d'absorber ces fonds. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez me donner, à votre avis, pourquoi nous avons ce problème et d'abord identifier ces problèmes-là. C'est quoi les capacités d'absorption, les barrières? Et à votre avis, est-ce qu'avoir plus de liquidités à travers la bourse, les fonds de la diaspora, les actions obligataires, etc., est-ce que cela ne va pas faire qu'on aura trop de liquidités sur le marché et en face, on aura une incapacité à pouvoir absorber toute cette manne financière qui serait sur le marché congolais? Voilà, j'ai fini. Christian? Oui, merci. Alors, par rapport au fameux comment rationaliser, hein, c'est plutôt ça qu'il s'agit, rationaliser le nombre de taxes et impôts qui existent, donc les plus de 50 types d'impôts et taxes qui existent. Alors, moi, bon, qui suis un peu dans la pratique fiscale, ce nombre ne m'effraie pas en réalité, hein. Je vis dans un pays, la Belgique, où nous avons également des dizaines et des dizaines et des dizaines d'impôts. Alors, par contre, j'orienterai la discussion sur le point suivant. D'abord, il faut, pour moi, le plus important dans la matière fiscale, et ça c'est très, 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 très important, je le disais tout à l'heure, mais je le reprends maintenant, et en espérant que quand on sortira de cet échange, au moins ça pourra rester, c'est le consentement à l'impôt. Et tout à l'heure, j'évoquais le consentement à l'impôt, ça passe également par une administration des responsables politiques qui inspirent confiance. Mais c'est également la transparence. Vous savez, si vous allez sur le South African Revenue Service, donc le fisc sud-africain, il y a un site Internet qui existe, que j'ai déjà compulsé dans le passé, pour chaque impôt. Et je pense que la question qui est posée ici, ça tombe très bien, c'est posé par quelqu'un qui habite justement en Afrique du Sud. Et donc, pour chaque impôt, vous avez un descriptif très clair relatif à chaque impôt. À quoi ça sert, ce que ça rapporte, quand est-ce qu'il faut faire la déclaration, qu'est-ce qu'il faut déclarer, qui doit déclarer, savoir le contribuable, et à quel moment faut-il déclarer, et combien ça coûte pour déclarer, est-ce qu'il y a un formulaire qui coûte quelque chose, etc. etc. Et donc, à partir du moment, et la grande problématique en RDC, c'est cela, c'est que vous avez éventuellement des agences économiques comme les entreprises qui finalement se perdent dans le magma des taxes et impôts, se perdent un petit peu et ne savent pas exactement à quelle sauce ils seront mangés. Et donc, ça crée de l'incertitude, hein, aussi bien au niveau des particuliers contribuables, mais surtout au niveau des entreprises contribuables. Donc, le maître mot, c'est la transparence. Que vous ayez 5 impôts ou 54 impôts, le plus important, à mon sens, c'est qu'il y ait une transparence totale
en la matière, ce qui permet aux différents contribuables entreprises de pouvoir avoir une lisibilité, une prévisibilité sur le futur. Alors maintenant, 54 impôts ou plus, c'est vrai que là, il faudra évidemment rentrer dans le détail de ces différents impôts pour voir quels sont les impôts qui sont éventuellement peu efficaces. Alors, quand on parle d'efficacité en matière d'impôts, c'est qu'est-ce qu'on mobilise comme ressources pour récolter cet impôt et qu'est-ce que ça implique comme recette au total et faire un équilibre entre les deux. Un impôt qui est formidable, c'est un des meilleurs impôts du monde, c'est la TVA, ou c'est même les accises, ça fonctionne exactement de la même manière. Très peu de ressources en termes humains, etc. La TVA, elle est même récoltée par les entreprises elles-mêmes, donc ce n'est même pas les agents de l'État qui le récoltent, ce sont les entrepreneurs entre eux, je passe les détails, qui récoltent ça et qui versent ça à l'État. Donc, il n'y a pas à mobiliser énormément de ressources humaines et autres ressources en termes d'équipement voilà. Par contre, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés demande un peu plus de ressources en termes humains, etc. etc. Et donc ces deux points sont très importants, transparence, et puis deuxièmement, peut-être effectivement, je consens à ça, et je pense que c'était ça la question, comment dire, rentrer dans chaque taxe et impôt et voir un peu quelle est son efficacité en termes de ressources mises en place et de ressources qui tombent dans l'escarcelle de l'État. Donc ça, c'est d'une chose. Alors, deuxièmement, la deuxième question avait trait je me rappelle. Oui, par rapport à la mise en place de la réforme fiscale, quelles sont les difficultés auxquelles on peut s'attendre? Ne faut-il pas passer par certaines étapes obligatoires? Très bonne question, évidemment. Hein. Donc, on n'avait qu'une 20 minutes pour développer, j'ai déjà débordé, bien entendu. Mais il y a quand même quelque chose qui n'a pas été relevé. Les personnes que nous visons, que la réforme fiscale, avec cet esprit de cohésion nationale, les personnes qui sont visées, ce sont les mêmes qu'on retrouve à l'Assemblée nationale, ce sont les mêmes qu'on retrouve au Sénat. En général, chez nous, dans notre pays, le secteur économique, pour le peu de Congolais qui sont dans le secteur économique, parce que le secteur économique, comme on l'a dit tout à l'heure, est appréhendé par des personnalités étrangères, mais le peu de Congolais qu'on trouve dans les différents secteurs économiques qui construisent des hôpitaux, des hôtels à gauche, à droite, ce sont les mêmes qui on retrouve dans la sphère politique, donc ce sont les mêmes qui font les lois. Et donc, il y aura de la résistance politique, évidemment. C'est la première résistance qu'il y aura. On ne le souligne pas assez. On demandera à ces personnes-là, finalement, de scier la branche sur laquelle ils sont assises. Donc, il faudra vraiment une volonté très forte pour aller vers cette réforme fiscale qui vise les plus nantis chez nous étant les responsables politiques, en tout cas dans une large part. Alors, évidemment, de manière technique, je pense qu'il faut absolument rentrer là-dessus. De manière technique, la première chose à faire, ça a un petit peu été effleuré tout à l'heure, c'est un recensement national. Par rapport au contribuable Serge Louzolo que j'évoquais tout à l'heure, qui habite dans le Congo central, qui habite au territoire de Songololo, près de Matadi. Mais l'État doit le connaître, l'État doit l'avoir recensé, doit lui remettre une carte d'identité biométrique et il doit être identifié par un numéro de registre national, un numéro qui est identique, qui peut permettre après de développer tout ce que nous voulons, un numéro pour la sécurité sociale, un numéro pour la santé, un numéro fiscal, etc. Mais tous ces différents numéros sectoriels viendront d'un numéro unique de la personne qui est le numéro de registre national. Et donc, avant toute chose, pour mener cette politique, nouvelle politique fiscale, mais ce sera la même chose aussi pour la politique agricole. Comment savoir qu'il faut plus de ressources financières dans telle province si nous ne maîtrisons pas le nombre d'habitants dans cette province-là? Donc, pour les différentes politiques sectorielles, je crois que la première chose, en ce compris pour la politique fiscale, nous devons maîtriser le nombre d'habitants, tous les habitants de la RDC,
les nationaux, mais bien entendu aussi les étrangers. Donc ça, c'est la chose par laquelle il faut commencer. Et un recensement national en RDC, nous savons, ça peut prendre très facilement 2 années. Et donc, avant effectivement d'aboutir au niveau de la réforme fiscale, nous devons aboutir sur le comptage 1 à 1 de la population congolaise. Ça nous permettra à ce moment-là de parler numérisation en matière fiscale, numérisation en matière de cadastre immobilier, numérisation, etc., 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 etc. Sans ça, tout ça, c'est effectivement, c'est assez compromis. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Merci, M. Liongo. Jean-Pierre Masséza. Alors, concernant la question du fonds de la diaspora congolaise et de sa crédibilité, il y a 3 questions à se poser. La première, c'est où je loge le fonds, sur quelle place financière. La deuxième, c'est qui va gérer ce fonds. Et la troisième, c'est comment va fonctionner ce fonds. Donc, dans la présentation tout à l'heure, j'ai insisté justement sur le fait qu'il fallait loger le fonds sur une place financière de renom. Si vous créez un fonds, que vous le placez à Kinshasa ou autre, connaissant l'infrastructure financière, évidemment, les gens auront moins tendance à faire confiance pour mettre leurs capitaux. Si vous le mettez sur une place comme Maurice, comme le Luxembourg ou comme l'une ou l'autre place aux États-Unis, déjà, de par cette place financière connue et reconnue, ça va donner confiance aux investisseurs pour pouvoir mettre leurs capitaux parce qu'ils savent que c'est une place qui est régulée. La deuxième question, c'est qui va gérer le fonds. Évidemment, la diaspora va mettre dans son ensemble des capitaux dans le fonds, mais ce n'est pas toute la diaspora qui va gérer le fonds. Il y aura une équipe dirigeante qui devra être choisie en fonction de ses compétences, en fonction de son expérience, en fonction de sa vision, etc. La troisième question, c'est comment est-ce que le fonds, quel type de véhicule, si vous voulez. Et ici, un aspect très intéressant qui peut être mis en place, c'est que vous pouvez avoir des véhicules qu'on appelle dérégulés ou semi-régulés. C'est-à-dire qu'un fonds de la diaspora congolaise peut être structuré de sorte que une partie de la gestion du fonds, si vous voulez, est transférée à des professionnels en la matière. Par exemple, vous allez décider que pour le fonds de la diaspora congolaise, tout ce qui est gestion de portefeuille va être pris en charge par une institution de la place financière, Luxembourg, États-Unis ou autre. Tout ce qui est administration, comptabilité du fonds également, et la banque du fonds également. Alors, en tant que dirigeant du fonds de la diaspora congolaise, votre travail sera uniquement d'aller identifier des projets pour les faire remonter au fonds avec des professionnels de la place qui vont travailler en sorte que l'investissement puisse être établi. Et je pense qu'en travaillant comme ça donnera toute la crédibilité au fonds, sachant qu'il y a des professionnels derrière qui font leur métier pour que votre fonds reste efficace, transparent et géré en bon père de famille. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur la capacité d'absorption, c'est une excellente question parce que tout le monde veut lever des milliards, mais tout le monde n'est pas capable d'absorber ces milliards-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec les économies européennes qui ont été capables de lever plus de 1850 milliards de dollars pour leurs économies et qui ont été en mesure de l'absorber et de réduire les effets de la crise de Covid sur leurs économies. Effectivement, un pays comme la RDC n'est pas encore capable d'absorber ce genre de montant, même s'il en aurait besoin. Et ici, je vais me référer de nouveau à ce que j'ai dit dans ma présentation. Ce qui est essentiel, c'est l'identification des projets et ou des sociétés qui seront cotées en bourse ou des projets qui seront financés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur à ce que le travail d'évaluation qui soit fait ne soit pas simplement fait parce que c'est une société congolaise ou qu'il faut financer l'économie congolaise, mais que ce soit fait parce que l'investissement doit rester objectif et efficace. Parce qu'au final, on parle de business. Au final, on parle de business. C'est-à-dire que toute évaluation qui sera faite, tout projet qui sera financé, il faut une étude minutieuse sur les cash flows futurs, sur le potentiel de croissance, un screening des dirigeants, comme je l'ai dit. Est-ce que M. Edgar, qui veut gérer une société d'informatique, il connaît quelque chose en informatique? Est-ce que, etc. Et donc, en termes de capacité d'absorption, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par les sociétés qui sont matures, les projets qui sont matures, quitte à commencer avec un petit nombre pour faire l'exemple et ensuite intégrer les autres petit à petit qui verront que les sociétés ont été financées grâce au fait qu'elles ont une comptabilité en règle, qu'elles ont publié des chiffres, etc.
ça va permettre de mettre les autres au diapason pour pouvoir le faire. Mais la capacité d'absorption, c'est un sujet en soi. Et effectivement, il faut faire très attention à ne pas disposer de trop de liquidités parce que ça va finir avec de la corruption, de la malversation. Si les fonds sont là, d'une manière ou d'une autre, ils seront utilisés, que ce soit dans le projet ou que ce soit ailleurs. Donc, effectivement, c'est très important de soulever ce point-là. Merci. Merci Jean-Pierre. Et dernière question de l'audience. Quid d'un fonds souverain pour la RDC? D'autres pays l'ont. Pourquoi pas nous? Et un peu de pédagogie, c'est quoi un fonds souverain, si vous voulez bien? OK. Très bonne question, excellente question. Il y a, en fait, il faut savoir qu'il y a des tentatives de fonds, il y a eu des tentatives de fonds souverains en RDC, notamment le Fonds de la promotion de l'industrie, qui a un fonctionnement qui ressemblerait à celui d'un fonds souverain. C'est-à-dire qu'il est supposé financer les projets industriels dans le pays. Il y a également une autre structure, c'est le FOMIN, je pense, le fonds minier. Voilà, le fonds minier qui a été mis en place et qui devait recueillir les fonds issus du secteur minier pour pouvoir investir dans d'autres domaines. Mais en fait, pour des raisons de mal-gestion, mauvaise gestion, ces fonds n'ont jamais atteint leur objectif. Et de nouveau, je vais y répondre, je vais expliquer pourquoi. Parce que ces fonds sont logés sur une place financière qui n'a pas les pratiques d'excellence et autres en matière de gestion de fonds. C'est-à-dire que vous pourrez créer aujourd'hui, dans l'état actuel, autant de fonds que vous voudrez en RDC. Ils ne seront pas efficaces parce qu'avant de créer un fonds, il faut mettre en place une infrastructure qui permet de gérer ces fonds en bon père de famille et avec efficacité. Alors, un fonds souverain, pourquoi ne pas créer un fonds souverain sur une place financière comme Maurice, qui reste, entre guillemets, sur le continent africain et qui va pouvoir permettre au Congo de bénéficier de l'expérience de Maurice pour pouvoir soit attirer ses providers en RDC pour ensuite gérer des fonds à partir de la RDC, ou qui va permettre de former des gens qui seront capables de gérer des fonds de manière correcte. Mais aujourd'hui, vous pouvez répéter l'expérience autant que vous voulez. Dans l'état actuel, vu l'écosystème du secteur financier congolais, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire que ça sera très difficile d'avoir un fonds souverain efficace et qui va jouer le rôle qu'on attend de lui. Merci, M. Mateza. Merci, M. Liongo, pour vos deux interventions. Donc, on va clore ce webinaire avec cette intervention de Jean-Pierre. Donc, pour rappel, nous avions comme intervenant M. Jean-Pierre Mateza, expert financier formé à l'ICHEC et à Solvay, qui est cofondateur du fonds d'investissement luxembourgeois Cara Investment Fund, ainsi que M. Christian Liongo, fiscaliste qui a rang de directeur dans l'administration fiscale et président d'Africa Rise et subsidiairement aussi membre de COPAX. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions pour votre attention. Le prochain webinaire aura lieu dans 2 semaines. Le thème sera sur la contribution de la diaspora dans le développement de la RDC. On vous invite à être nombreux, nous suivre et peace and love. Bonjour, bonsoir chez vous. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.